Éducation, c'est un truc un petit peu modèle descendant, tu vois, moi spécialiste, je vous dis que, etc. Et c'est vraiment pas comme ça qu'on doit faire, me semble-t-il. Pour le moment, on voit vraiment qu'il y a une transition. Et comme nous, on forme des cuisiniers de demain, c'était inconcevable de ne pas leur en parler, quoi. Développer des petits projets singuliers, locaux, précis, et qui alors sont des réservoirs de compétences, d'expériences, d'expérimentation. Vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain? Et là, on entre alors dans l'atelier qui se trouve là-bas. Et alors, vous sentez cette bonne odeur, c'est une odeur de choucroute. Parce que je vous ai dit, c'est légumerie et conserverie. C'est donc avec cette odeur de choucroute que nous ouvrons cet épisode 4. Bienvenue à vous. On va parler transition alimentaire et éducation dans cet épisode. Comment augmenter le niveau de connaissance sur l'alimentation durable. On pense bien sûr à l'école, mais on va commencer cet épisode par une escale à Liège et la ceinture alimentaire, très active notamment sur ce chapitre éducation. Liège qui dispose désormais d'un outil qui marque les esprits quand on évoque la question de la transition alimentaire, une légumerie de 3000 m² à 2 pas du marché matinal. C'est là que nous rejoignons Florence Enrard, chargée de projet au sein de la ceinture alimentaire liégeoise. Ce matin-là, elle accueille un groupe de demandeurs d'emploi, des personnes éloignées du marché du travail et qui se forment comme futurs commis de cuisine. Quand la dimension socio-professionnelle rencontre cette dimension éducative à l'alimentation de demain. Vous voyez la taille de la chambre froide. Et donc, vous voyez ici des légumes qui sont prêts à être traités et découpés. Alors là, il y a beaucoup d'oignons, parce que l'oignon, c'est le légume qui est le plus demandé. Parce qu'en surgelé, en fait, il n'a vraiment pas... il reste rien, quoi. Il n'a pas de structure. Et donc, le premier légume qui est fort demandé en collectivité, en 4e gamme, c'est les oignons, c'est aussi les carottes, tous les choux à cette période-ci, les courges, tous les légumes de garde, en fait, les patates douces, le céleri. Il y a donc notre guide du jour, c'est Florence, et puis cette coordinatrice à qui je tends le micro. Nadia Delaz, je suis responsable projet, coordinatrice chez Croquespace à Verviers. Croquespace, c'est une EFT, une entreprise de formation par le travail, c'est un CISP, et nous on forme des commis de cuisine, commis de salle et commis de cuisine de collectivité. Pour le moment, on voit vraiment qu'il y a une transition. Et comme nous, on forme des cuisiniers de demain, c'était inconcevable de ne pas leur en parler, quoi. Et dans le groupe, il y a Sandrine qui a géré une friterie. La voici en formation et en apprentissage de ce qu'on appelle donc la transition alimentaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur de découvrir et de professer dedans aussi. Et l'alimentation durable, quand on parle de transition alimentaire, ça veut dire aussi vous remettre un peu à jour ou vous éduquer par rapport à cette notion-là? Oui, parce que c'est sûr que venir d'une friterie et venir dans du bio, voilà, on n'est pas du tout dans le même domaine non plus de l'alimentation, c'est plutôt fast-food, malbouffe comme on dit. Même si ça fait toujours plaisir de manger une bonne frite en Belgique, c'est sûr, on ne crache pas dessus. Mais revenir aux produits d'antan, revenir aux produits traditionnels, etc., ça fait du bien aussi. Il faut éduquer nos enfants et nous rééduquer à consommer local et sainement. Et à transmettre à mes enfants, petits-enfants maintenant, parce que je suis déjà grand-mère, donc de consommer les bonnes choses et de eux-mêmes s'en servir et les consommer de manière intelligente. Un parcours inspirant et concret, on touche à l'éducation quand on entend ce témoignage. On va parler éducation, précisément avec Florence Enrard, notre guide du jour, comme je vous disais. Elle va nous partager sa vision de l'éducation autour de l'assiette dite durable. Mais avant de la retrouver, ce tout mini quiz pour quitter notre groupe en visite à la légumerie. Il y a le chou, les patates douces, là je suppose que c'est des navets, du chou blanc et le chou rouge. Et là, les butternuts, un truc comme ça. exactement. 10 sur 10 quasiment. Hein. Oui, hein, ça mérite une bonne soupe. Éducation, c'est un truc un petit peu modèle descendant, tu vois, moi spécialiste, je vous dis que, etc. Et c'est vraiment pas comme ça qu'on doit faire, me semble-t-il.
Florence Enrard, je suis chargée de mission pour les cantines et collectivités du durable à la ceinture alimentaire liégeoise. C'est vraiment partir des pratiques et puis augmenter le niveau de connaissance autant que faire se peut, faire se rencontrer et aussi permettre que les pratiques de tout un chacun au cœur de son quotidien soient transformées et donc que les gens, par la conscientisation, puissent eux-mêmes voir dans quel champ ils sont capables de transformer leurs pratiques. Et donc on a plusieurs possibilités de sensibilisation. Alors on a la sensibilisation de tous les publics, on a des publics enfants, donc on fait de enfants aux jeunes adultes, donc dans les écoles, donc soit des programmes pour les enfants fondamentaux, ça peut être secondaire aussi. Le secondaire, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Hein. Il y a parfois, il faut les laisser faire leur expérience en matière de malbouffe, les jeunes en secondaire. Et puis, on est beaucoup en lien avec les universités, les hautes écoles. Et donc, on transforme ou on soutient la transition alimentaire aussi de cantines scolaires dans les hautes écoles et à l'université de Liège. Et donc, ça passe par des MOOC. Donc, ça, c'est des petites vidéos que mon collègue Christian a eu l'occasion de faire. Ça passe aussi par des masterclass. On a un festival qui s'appelle Nourrir Liège, avec plus de 150 activités, avec des conférences, plus de 30 masterclass qu'on va donner dans les écoles secondaires et supérieures et à l'université. Et donc il y a quelque chose de très important, c'est de prendre les gens avec leur parcours, leur façon de faire, leurs habitudes alimentaires, leur culture alimentaire aussi, qu'elles viennent de Belgique ou d'ailleurs, à toute culture alimentaire, et puis de voir les petits pas qu'on peut faire avec cette base, en fait, et de transformer au fur et à mesure les choses sans radicalité. C'est des sujets trop compliqués à gérer quand on y va de front. Je ne suis pas pour les one-shots. Une seule action, si vous faites par exemple une animation dans une école, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais par contre, toutes sortes de petites animations, de gestes aussi, de gestes qui mettent en corrélation l'animation, mais aussi des actions pratiques aussi, anti-gaspi ou bonne alimentation, ou des projets de potage distribués aux enfants, ou des visites au champ, et ça. C'est l'accumulation de cette petite chose qui percole dans le cerveau et qui donne après l'envie aux gens d'avancer par eux-mêmes. En fait, c'est éduquer les gens, c'est les rendre autonomes, c'est la reprise en main personnelle de l'alimentation. C'est ça qui compte, c'est que chacun soit conscientise qu'il est sur un chemin de transition ou envie d'aller vers cette transition gourmande et joyeuse que je prône, et puis de faire chaque jour un petit pas. Voilà, avec lui, et avec sa famille, avec ses amis, en toute convivialité, etc. Ça doit passer par beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, beaucoup d'acceptation aussi que les gens ne soient pas dans ma voie. Et donc mon but, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de pouvoir se réapproprier cette matière alimentaire, cette liberté de consommer autrement, par des petits gestes. Donc moi, je prône vraiment le petit geste. Voilà un regard intéressant sur comment faire le lien entre alimentation et éducation, une vision qui en appelle à la sagesse, éviter trop de radicalité pour emmener le plus grand nombre à son rythme sur ce chemin de la transition alimentaire, préférer la politique des petits pas là où chacun se trouve. Cela nous amène à la rencontre avec notre expert pour cet épisode. On va rester dans ce registre de la sagesse et de l'expérience. Daniel Cauchy est lié à l'ASBL Rencontre des continents, chargé d'éducation permanente et notamment sur les enjeux de l'alimentation. C'est précisément à Daniel Cauchy que l'on doit le jeu de la ficelle qui permet d'appréhender les enjeux complexes de nos choix de consommation. On va aborder avec lui la façon de regarder et de comprendre ce qui se met en place aujourd'hui autour de l'alimentation durable, parce que s'éduquer commence bien sûr par comprendre. C'est à Durnal, dans la campagne namuroise, que j'ai rencontré Daniel Cauchy, un entretien qui commence par cette petite histoire. Je vais te raconter l'anecdote donc de mes 2 mois de vacances chaque année dans une ferme à la campagne. C'était ma maman qui exigeait ça. Et donc maman, les enfants, la grand-mère et la tante partaient
1er juillet et rentrait 31 août, parce qu'on allait vivre à la campagne. Et donc j'ai passé 2 mois par an de toute mon enfance et début de l'adolescence dans des fermes. Et j'adorais ça. C'était vraiment un monde de couleurs, de lumière, d'expériences, d'animaux, de vivants, extraordinaire. Et quand je rentrais à Bruxelles, je devenais un peu dépressif. Et j'ai l'impression que ça m'a quand même pas mal marqué. Dans le fait de voir un peu qu'est-ce que pouvait être une vie branchée sur des autres êtres que des êtres humains, et donc à un moment donné vivre avec ce que chez nous on appelle la nature, hein, et aussi expérimenter qu'est-ce que c'était alors cette espèce de subsistance locale. Les villages étaient vraiment très autosuffisants pour plein de domaines, hein, énergie, alimentation, etc. Bien sûr, il y avait déjà du commerce, mais après, on a vu le rouleau compresseur de ce qu'on a appelé le développement arriver, et puis ça a fort tout changé. Et donc, il y a sans doute de ça, pour moi, de cet attachement à une expérience d'enfance, où à un moment donné, j'ai su ce que c'était d'être en contact avec d'autres vivants, et de les respecter, et de vivre avec eux, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'on voit une multiplication d'expériences à partir de personnes qui ont compris que ce modèle était un peu caduc et qui expérimentent d'autres choses. Et on est en pleine recherche, hein. Et au fond, les choses qui s'appelaient agriculture bio, maintenant on préfère les appeler permaculture, voire agroécologie, mais c'est toujours la même logique, hein. Née de nouveau dès que l'industrialisation a dominé. Les premières prémices de l'agriculture bio, puisqu'à fond avant, ce n'était pas nécessaire d'en parler, hein, c'était en même temps que l'industrialisation. Et c'est tous les gens qui, à un moment donné, ont compris plus ou moins vite qu'il fallait se méfier de ce système artificialisé parce que non seulement il abîmait notre environnement, il abîmait notre santé, il détruisait les liens sociaux, il désautonomisait les gens. Donc il y avait toutes sortes d'impacts assez effrayants que les courants dits d'agriculture bio, maintenant de permaculture, d'agroécologie, essayent de restaurer. Et donc, il y a plein d'endroits, de personnes, de petits groupes, de fédérations qui essayent de construire ces modèles alternatifs. Et donc, à un moment donné, il y a toutes sortes de réseaux, je pense à ce qui se crée maintenant comme ceinture alimentaire, qui sont aussi des systèmes de dynamisation où on essaye de s'entraider, de s'aider, de créer une alternative, parce qu'il faut un essaim pour les abeilles, hein, et il faut une ruche pour les abeilles. Et donc, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on va travailler, et c'est à l'œuvre, hein, à construire ces espèces de ruches qui nous permettraient de mieux nous développer. Il y a maintenant, j'ai la chance de rencontrer quelques personnes qui travaillent plutôt à se dire mais comment ça se passe chez vous et comment est-ce qu'on va tenter de se débrouiller avec comment ça se passe et d'inventer des solutions à partir des singularités locales. Alors, au point de vue pédagogique, ça voudrait dire qu'on essaye de travailler dans la singularité des situations. La manière dont on va penser à un projet de souveraineté alimentaire ou on appelle ça alimentation durable pour le moment parce qu'il faut bien trouver un grand mot, pour le Luxembourg, ça ne va pas être la même que pour le Brabant wallon. Les terres sont différentes, le climat est différent, les possibilités de production sont différentes. Et comment est-ce qu'on travaille avec ça ? Ça, c'est un autre chemin. Et on est seulement, je crois, occupé à vraiment faire de la recherche là-dedans. Je pense, moi, qu'une des caractéristiques, c'est l'idée de devoir travailler en pluridisciplinaire. Hein? On aura besoin peut-être de psychologues, de sociologues, mais aussi sans doute d'agronomes, de spécialistes du développement local. Hein, je pense à tout ce qui se fait en recherche de développement local. Et donc, je ne pense pas qu'il y a une discipline ou un type de spécialiste qui va pouvoir faire quelque chose. Un des grands apprentissages par rapport à toute situation complexe, c'est d'apprendre à travailler en transdisciplinarité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se met à travailler à plusieurs disciplines. Et donc, ça veut dire cette chose énorme et très difficile, de s'écouter, d'accepter qu'on ne se comprend pas au début, de faire beaucoup d'efforts pour essayer quand même de comprendre la position de l'autre et de trouver des négociations sur la complexité de ces choses.
complexité de ce modèle alimentaire dit de transition, Daniel Cauchy nous invite à partir des singularités de chaque expérience et de miser donc sur la collaboration entre les disciplines pour construire et comprendre ces modèles alimentaires nouveaux. Pour aller plus loin, il convoque un grand penseur sur l'écologie. Peut-être qu'un qui répond maintenant et qui a proposé des dispositifs de travail très intéressants, ce serait Bruno Latour. Je pense par exemple, ici un exemple tout à fait typique, et que j'ai utilisé dans certains groupes qui se posaient des grosses questions, c'est ce qu'il a appelé la cartographie des controverses. C'est par rapport à un sujet vif, questionnant, où on n'a pas la réponse avant d'avoir cherché, comment est-ce qu'on se met à chercher ensemble? Et alors, c'est toute une façon d'organiser des petits groupes de 5, 6, 7 personnes pour travailler ensemble, en sachant que ce travail est un travail de recherche. Et donc, il faut un architecte de la recherche, qu'il faut des chercheurs, mais qu'il faut aussi des gens qui pensent déjà comment est-ce qu'on va restituer la recherche. Parce que la manière de la restituer va définir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on retient de cette recherche. Et donc, Bruno Latour a inventé plein de dispositifs pour nous permettre de penser autrement. Et ça m'intéresse vraiment très fort. Ce que vous m'invitez à évoquer, c'est cette idée, mais comment arrivent les grands changements? Ils viennent probablement par les niches. Je veux dire, vouloir à un moment donné se donner comme objectif des grands machins, je vais changer le monde, quoi. C'est peut-être un peu ambitieux et il faut adresser ce genre de questions à Dieu le Père, disait un autre auteur que j'aime beaucoup, Benassayac. Et par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer des petits projets singuliers, locaux, précis, dans des situations, et qui alors sont des réservoirs de compétences, d'expériences, d'expérimentation, qui seront peut-être sélectionnés par le grand système, on n'en sait rien, mais en tout cas qui sont des réservoirs d'adaptation par rapport au temps incertain qui arrive. Quand on développe, pour prendre un tout autre thème, des gens qui savent encore réparer des vélos, ils seront un beau réservoir de compétences très indispensable quand on devra utiliser beaucoup plus de vélos et qu'on ne pourra pas en acheter un neuf. Oui, il y a des réservoirs d'expérimentation de compétences qui se mettent en route partout, mais ils vont être des endroits que certains auteurs que j'aime bien appellent des lucioles dans l'obscurité qu'on risque de subir quand même dans les années qui viennent, non? J'aime beaucoup cette référence aux lucioles. On va donc rester sur elle pour refermer cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On mange quoi demain est un podcast proposé par la Cellule Manger demain avec le soutien de la Wallonie. N'hésitez pas, bien sûr, à le partager autour de vous. Le prochain épisode va s'intéresser au lien entre notre assiette et l'environnement. À très vite donc, extrait. On sait que pour le moment, en Wallonie, il y a 90% des sols qui ont un niveau critique en matière organique. Donc il n'y a pas assez de matière organique dans le sol, donc le sol en fait est tout à fait appauvri. Il va falloir remettre chez nous ces cultures en place, le plus durable avec le moins d'intrants possible. C'est un boulot qui a du sens, c'est un boulot qui est cohérent et personnellement je peux me regarder en face par rapport au boulot que je fais, par rapport à mes enfants, par rapport à leur avenir. C'est un boulot qui n'abîme pas la planète. On mange quoi demain?